Tu présentes, hein, c'est ça, hein. Attention, j'ai lancé le chargement, ça va bientôt arriver. Et on attend un peu entre-temps ou pas? Dès qu'elle dit top, on y va. C'est bon. Bon, bonsoir. Bonsoir Francis, Bonsoir. directeur du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Olivier, bonsoir Capucine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous nous retrouvons là ce soir pour une rencontre avec Capucine Trochet, qui est la lauréate du prix Terre d'ailleurs. Alors, ce prix Terre d'ailleurs, il faut savoir qu'il est mené par un jury qui commence à sélectionner les livres. Donc là, je remercie Françoise et Mathilde qui ont fait un excellent choix cette année. Et ensuite, tous les membres du jury qui ont lu le livre et qui ont, au cours d'une réunion avec Olivier qui a été assez longue et très intéressante, ont décidé, Capucine, que c'était vous qui alliez recevoir le prix. Et il y a aussi un prix des bibliothèques, des médiathèques, c'est-à-dire qu'il y a les bouquins qui sont proposés aux différentes médiathèques qui souhaitent participer au prix. Et là, c'est le prix du public, c'est-à-dire que les lecteurs vont voter dans leur bibliothèque. Et là, c'est Olivier, le livre de Monique Guirec qui a été publicité par les jurys, mais de très courte distance. Voilà. Donc, Francis, en principe, nous remettons ce prix dans ton muséum qui est si beau. Donc, je vais te laisser dire 2 mots sur... Oui, Capucine, je suis à la fois ravi pour vous que vous ayez ce prix, et en même temps désolé pour moi de ne pas pouvoir vous accueillir au muséum à Toulouse. Voilà, on aurait eu grand plaisir à vous accueillir au muséum. D'ailleurs, on espère bien que vous viendrez nous voir quand même. Oui, une prochaine fois. Voilà. Mais c'est vrai que les circonstances très particulières de cette année ont fait que nous faisons du coup, je ne sais pas si ça se fait souvent dans des remises de prix, une remise de prix à distance, par Internet. Mais voilà, virtuelle. Et une remise de prix virtuelle. Alors bon, à l'heure où on a déjà, et on le voit bien, hein, la traversée des océans est quelque chose de compliqué. On le voit avec tous nos marins du Vendée Globe dont les favoris abandonnent les uns après les autres. On peut dire aussi que votre ouvrage relate une véritable aventure, et il n'y a que les gens qui n'ont pas mis les pieds sur un bateau pour penser que ça se fait facilement. Donc, je suis ravi véritablement que vous ayez été lauréate de ce prix, et je vais laisser tout de suite la parole à Olivier. Merci beaucoup. Voilà, merci, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Capucine, on est vraiment ravis de t'accueillir, hein, on se tutoie, pour ce prix. Tu es lauréate du prix littéraire Terre d'ailleurs, c'est la 12e édition. On était emballé par ton livre, hein, donc Tara Tari, que vient de montrer Cathy à l'instant, Mes ailes, ma liberté, édité aux éditions Artaud, qui est une très bonne maison. Et voilà, c'est un voyage. Alors moi, j'ai beaucoup de questions à te poser. Je dis tout de suite... Je vais te poser la première, mais je demande aux visiteurs et aux spectateurs de nous les poser sur le chat, hein. Vous regardez en bas, conversez, vous posez les questions, elles me seront transmises et je les pose à Capucine. Et tout de suite, avant d'oublier, donc, le livre de Capucine, donc, qui est lauréate de ce prix cette année. D'abord, on a un chèque qui n'est pas du tout un chèque distanciel, hein, c'est un vrai chèque, hein, il est en chair, en os, et il n'est pas en bois non plus. Oui, il arrivera en présentiel, lui, il arrivera en présentiel. Voilà, il arrive, il est sûr. C'est un vrai chèque qui te permettra peut-être d'accomplir un de tes projets. Tu m'en diras un mot tout à l'heure. Mais surtout, le livre de Capucine qu'on recommande vraiment. C'est un coup de cœur, et sans trahir de secret du jury, on était emballé par ton livre parmi les 5 qui candidataient. Et donc, le livre de Capucine, Tara Tari, qu'on voit à l'écran, là, Mes ailes, ma liberté, est disponible à la librairie partenaire du Festival Terre d'ailleurs, Ombre Blanche à Toulouse. Elle est rouverte comme toutes les librairies depuis ce matin, donc allez dans les librairies. Et puis pour le festival, donc cliquez, c'est même cliquer et livrer, hein, sur notre site. Vous regardez en haut sur la barre de la plateforme Kinao, la plateforme télévisuelle, hein, qui a permis de voir les films précédents. Donc vous cliquez librairie, il y a tous les livres de nos invités et éminents voyageurs, exploratrices, navigatrices pour Capucine, et celui donc de Capucine Tara Tari. Voilà. Alors, quelle aventure? Alors, je résume en 2 mots, mais tu vas nous l'expliquer. Tu es parti en bateau depuis La Ciotat pour une traversée de l'Atlantique. Tu ne naviguais pas vraiment. Toi-même, tu avais beaucoup voyagé auparavant, mais tu avais un poste un peu en or auparavant. Tu étais chargé de
publicités dans un grand quotidien national, sans le nommer, c'est le Figaro. Et puis, à un moment, tu décides de partir. Tu veux t'adonner ou te frotter à la Mini Transat, les bateaux de 6,50 m, et puis ça ne marche pas comme tu veux. Tu es atteinte d'une maladie génétique rare, hein, tu vas nous en parler tout à l'heure, qui est incurable. Et tout d'un coup, tu rencontres, j'allais dire quelqu'un. Tu rencontres, oui, c'est presque une personne parce que tu le personnalises, ce bateau-là qu'on voit, le Taratari, qui est en fait, alors dis-nous, ce bateau, il est fait en quoi? Il est incroyable, il n'est pas très long, hein, 9 mètres de long. C'est un petit bateau qui est né au Bangladesh. Alors, il a la particularité d'avoir été le premier bateau fabriqué avec de la toile de jute, donc et de la résine polyester. Ce petit bateau, il a été construit par Corentin de Châtelperron dans les chantiers de Yvema, un chantier qui s'appelle Taratari. Ça a donné le nom au bateau. Voilà. Et l'idée, c'était de savoir si on pouvait utiliser une fibre naturelle pour en faire un matériau technique, comme on peut faire des bateaux en lin, en chanvre dans nos contrées européennes. Là, l'idée, c'était de proposer une solution, on va dire, technologique adaptée qui donc au Bangladesh qui devenait alors une solution économique et sociale aussi là-bas, relancer le commerce du jute. Donc Corentin a navigué, a prouvé que ça marchait. Il a besoin de continuer ses recherches sur ce matériau puisque Taratari est vraiment fabriqué avec des rouleaux de jute achetés dans la rue. Voilà, et moi j'ai continué le voyage de ce petit bateau peu ordinaire. Alors, c'est incroyable parce que tu le récupères en France. Tu n'y connais pas grand-chose en voile, hein, on va le dire. Tu deviens maintenant une navigatrice. Je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais nous, on n'a pas peur de le dire. Tu es une navigatrice de l'extrême quand même, parce que tu as traversé tout l'océan pendant un mois. Tu vas te frotter quand même à des passages délicats, hein. Il y a le Cap-Vert, et puis même d'abord le passage de Gibraltar. Il y a des tankers partout, etc. C'est pas rien d'y aller avec un bateau. Alors, je veux dire quand même aux visiteurs, vous vous rendez compte que c'est un bateau en toile de jute et en matériaux de récup. Alors, explique-nous, toi, tu es à Lorient, tu es soigné pour ta maladie rare, hein, qui est une maladie qui touche les articulations et la mobilité des jambes. Et tout d'un coup, tu as cette révélation. Comment ça s'est passé le lien entre ta rééducation et le fait de vouloir partir? Alors moi, j'ai donc en effet quitté une vie parisienne confortable et facile, et puis pour me lancer dans un projet de course au large, donc plutôt de sport de haut niveau. Et ce projet n'est pas possible parce que j'ai des blessures très récurrentes. À ce moment-là, on ne sait pas du tout que je souffre d'une maladie, mais les rééducations se passent mal. Je suis opérée, réopérée. Et je dois admettre que mon projet de course au large ne va pas être possible parce que les courses de qualification, etc., moi, je les vis en étant en centre de soins. Et même dans ce centre, on ne sait pas ce que j'ai. Donc moi, on me dit juste qu'il me sera impossible de naviguer. Et je me dis qu'il sera peut-être impossible de faire de la course au large, mais pas forcément d'aller toucher l'essence de mon rêve, c'est-à-dire d'aller vivre quelque chose de fort en mer. Et ce bateau qui, en effet, enfin, voilà, ce qu'il a de particulier aussi, c'est qu'il est très, très bas sur l'eau. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien à bord. Tout est fait avec de la récup. Le mât, c'est de la tuyauterie de cargo, des chantiers de démolition de Chittagong. Le hublot, c'était pareil, de la récup de cargo. Voilà. Moi, je sors du centre de rééducation sans savoir ce que j'ai. Et je suis à ce moment-là en fauteuil roulant. Et je me mets à réparer ce bateau qui avait besoin d'une petite cure de soins et en faisant petit à petit des choses que je me disais, ce bateau, peut-être le seul avec lequel je vais pouvoir vivre des choses qui me semblent petits, bricolés, exactement comme moi. Et ce chantier donc, que je vais faire avec ce que j'ai, et c'est-à-dire rien, mais ne rien avoir, ça impose d'être créatif. Et finalement, en 3 mois, ce que j'appelle une thérapie de groupe, parce j'ai retapé le bateau, mais ce bateau m'a retapé. Et donc, le bateau était de nouveau à flot et moi, j'étais sur mes jambes. Alors, il y a presque un dialogue, hein, dans le livre, et le livre nous a conquis aussi pour cela, parce que d'abord, c'est une aventure maritime, hein, c'est une exploration seule et ensuite accompagnée. C'est aussi tout ce qui se passe en amont, ce que tu racontes effectivement. Et il faut imaginer, hein, je dis ça pour les spectateurs, les visiteurs, et encore une fois, on était vraiment, nous, sous le charme, que toi, tu arrives au port de Lorient, si je bonne mémoire, c'est à Lorient, c'est ça, et tu vas
arriver en chaise roulante, retaper ce bateau qui, en Oui. plus, n'a pas de moteur, parce qu'il en avait un au départ au Bangladesh, là, il ne marchait plus. Donc, tu pars sans moteur, uniquement à la voile, et puis tu y vas carrément à la brosse à dents pour dérouiller le bateau. Et c'est là où des marins qui, d'abord, te prennent un peu de haut, hein, parce que c'est un milieu quand même assez fermé, et qui t'aident. Ils viennent t'aider, ils viennent te filer des outils, des conseils. C'est incroyable. Mais c'est quand même, excuse-moi, je me répète, mais dans la question, mais c'est sacrément gonflé quand même, non? T'as jamais eu peur avant de partir? C'est gonflé d'un certain aspect, mais quand on parle par exemple de projets extrêmes, moi j'ai tendance à dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que moi j'évolue dans un milieu de marins qui font de la course au large, et moi je suis partie, je commence à réparer ce bateau en ayant tout de même ce sentiment d'échec de ne pas partir sur mes bateaux de course. Et donc non, je me dis que je vais pouvoir aller en mer, mais je suis pas... Je ne vois pas le danger à ce moment-là. Je ne le vois pas parce que je me dis qu'en préparant bien, et puis ça pouvait être possible. Et je me dis que voilà, le contrat avec moi-même était simple. Si j'ai peur, si je n'ai plus de plaisir, j'arrêterai. Donc à partir de là, j'étais assez sereine. Et puis c'est vrai que mes amis qui, eux, comme Tanguy Delamotte ou autres, préparaient le Vendée Globe, quand ils me prêtent une poulie, un boot, ce qui au final, moi, équipe tout mon bateau, mais je me dis, ils comprennent parce qu'on parte faire le tour du monde en trimaran pour le Vendée Globe, en fait, on partage cet amour d'être en mer, et je pense que quelque part, ils le comprenaient. Alors, certains avaient peur pour moi. Je pense que c'était un peu de l'inquiétude, de la bienveillance, de se projeter et de penser que c'était un peu fou, mais d'autres avaient envie d'y croire et m'équipaient et réduisaient donc certains risques possibles. Oui, alors, réduire les risques. Alors, à propos de réduit, moi, j'aimerais qu'on comprenne, parce qu'on est sur un bateau de 9 mètres de long, donc 2 mètres de large, très peu de tirant d'eau, tu en parlais, donc il peut enfourner, prendre les vagues facilement. Et puis, dans cette cabine qu'on voit là, en haut, on ne tient même pas, enfin, debout, surtout pas, mais à peine accroupi, donc tu es allongé. Alors, c'est à la fois difficile, en même temps, c'est une aubaine pour toi, parce que tu as du mal à te déplacer, donc tu t'en sers finalement dans ton handicap. Enfin, c'est pas handicap, c'est dans ta maladie. Si, on peut parler de handicap, c'en est un. Oui, moi, en fait, le fait de ne pas être debout, ça m'arrange. Ce bateau et moi, on s'est très bien trouvés parce que là, quand je vire de bord, je n'ai pas besoin comme sur mon mini, de remonter 3 mètres au vent. Là, non, je change en gros le poids de mon corps d'un côté ou de l'autre et ça va. C'est vrai que c'était parfait et j'ai une connaissance de mon corps vraiment très bonne. Et pour moi, ce bateau devenait le prolongement de mon corps. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais c'est vrai qu'il y a une relation très, très particulière qui se crée avec ce bateau qui me permet enfin, après 7 mois dans un lit et sans bouger, de respirer, de sentir le vent et, voilà, et d'avancer. Oui, alors, la traversée dure 1 mois. Tu restes quand même 10 mois en mer parce qu'une fois que tu arrives aux Antilles, à la Martinique, tu continues un petit peu de caboter avec ton bateau. Hein, tu t'y attaches. Tu fais d'ailleurs une belle rencontre. Explique-nous d'abord, et il y a des questions qui arrivent et puis surtout des remarques, des affirmations, des commentaires très, très chaleureux. Je vais te les lire tout de suite. Mais encore une petite question pratique. Comment tu fais la nourriture? Tu ne peux pas emmener grand-chose pour 1 mois. Alors, tu pêches? Comment tu te débrouilles à bord? Alors, j'avais des nouilles chinoises. En fait, il y a des petits bidons de rangement qui coupaient sur le haut, ce qui fait que je m'en servais de rangement. Et je mettais des nouilles chinoises parce qu'elles sont très légères et le poids est un vrai souci, un vrai sujet à bord d'un bateau. La répartition des poids. Donc ça pèse rien, je peux en avoir beaucoup. J'ai de la semoule, de blé. J'avais des amandes pour avoir des protéines végétales. J'avais, voilà, je stockais l'eau dans des bidons d'eau que j'avais amarrés sous le plancher du bateau, et de l'eau douce. Et quand un bidon était vide, je peux le remplir d'eau de mer pour garder le lest. Et donc, cette répartition du bateau. Non, mais je mangeais ce qu'il fallait. J'ai eu de la chance à un moment, j'ai fait une escale à Barcelone où vit l'un de mes frères et il m'a gentiment équipée aussi avec des boîtes de conserve. Qui ont duré toute la traversée. Non, voilà, à un moment, on en est à se nourrir juste pour se nourrir, pas pour faire de la haute gastronomie. Mais je fêtais quelque chose en ajoutant une olive, par exemple, ou en mangeant une orange fraîche. C'était chouette, quoi. Le livre, c'était Byzance, c'était pour le samedi soir. Voilà. Ouais, c'est une leçon de modestie. Alors, pardon, je vais
tout de suite lire ça, mais il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans ton livre, dans ce que tu revendiques, entre guillemets, c'est la sobriété heureuse. Quel beau terme, hein. C'est magnifique. Tu peux nous expliquer en 2 mots? Oui, alors je dis sobriété parce que j'étais vraiment en train de vivre ça, c'est-à-dire ce côté je me délaisse, j'épure au maximum parce que déjà moi, dans mon état physique, je devais m'économiser, c'est-à-dire que vu que chaque geste était douloureux, eh bien je faisais pas un geste qui allait servir à rien. J'économise voilà, des mouvements. Et ben après, voilà, à bord, j'avais que le nécessaire. Ce qui faisait doublon, je le troquais pour avoir une carte marine, parce que je navigue sans électronique vraiment. Et oui, et puis heureuse parce que j'étais super heureuse d'être en mer. Et ça, c'est viscéral. Je ne pourrais pas expliquer cet amour que j'ai pour la mer, puisque ma famille, nous ne sommes pas des marins, mais voilà, donc j'avais besoin de très peu en fait. Tout m'encombrait l'esprit, la place. J'avais besoin d'être au plus pur, au contact le plus direct avec. Une belle aventure, tu as trouvé ta voie qui est maritime. Alors, je te lis les commentaires, les affirmations. Jo qui dit bonsoir à tous, ravi de connaître Capucine, livre très fort. J'aurais aimé être en présentiel. Il y a aussi des avis de membres du jury qui ont tous été conquis et Cathy le confirmera. Tu interviens quand tu veux. Chris, un grand coup de cœur et une histoire forte. Merci. 4 points d'exclamation au moins. Beau témoignage d'une résilience. Oui, je voulais en parler aussi tout à l'heure. On y reviendra à ce terme de résilience qui s'est passé. Comment tu as bâti cette histoire et comment elle t'a construite par rapport à ta pathologie, mais pas que. Jo encore, une leçon de courage et de solidarité de la part de vos compagnons d'aventure. Ça, c'est Françoise qui signe. Je rejoins Jo. Je regrette de ne pas rencontrer Capucine en live, parce qu'on aurait dû tous se retrouver à Toulouse, effectivement. On aurait été ravis de t'accueillir. Mais ce n'est que partie remise. Je suis très contente que ce soit Capucine, la lauréate, car j'ai vraiment un coup de cœur à la sélection. Chris encore, un bateau extraordinaire qui ne devrait même pas flotter. Et pourtant, un parallèle avec votre histoire. Ça demande commentaire un peu. Voilà, il y a le bateau qui ne coule pas et vous qui arrivez et toi qui arrives à surmonter ton handicap. Juste là, je voudrais dire qu'on sent l'enthousiasme des membres du jury du livre, puisque que ce soit Jo, Christine, Françoise, sont tous des membres du jury. Je suis très touchée. Merci. Oui, Chris et Christine, c'est ça, ouais. Oui, donc ce parallèle entre le bateau qui ne devait pas flotter et toi qui ne devais marcher avec difficulté. Et voilà, comme par hasard, tu t'es mis à remarcher à peu près, on va dire, à sortir de ton fauteuil roulant en convalescence sur le port de Lorient devant Taratari. Oui, voilà, j'ai commencé dans mon fauteuil roulant à nettoyer la coque. Le bateau n'a pas de quille, donc il est posé par terre, ce qui a priori ne sert à rien, mais moi, ça m'aidait la tête parce que j'avais l'impression de faire quelque chose avec mes bras. À ce moment-là, encore une fois, je suis dans le flou total, dans l'errance médicale absolue. J'ai appris le nom de ma maladie après 10 mois en mer. Quand j'étais en escale à Lanzarote, je suis revenue et c'est là que j'ai eu vraiment voilà, connaissance enfin, j'ai eu un nom de ce que j'avais. Voilà. Et c'est vrai que donc, je crois que je ne me posais pas 10 000 questions, j'avais juste envie d'essayer. Et quand on me disait t'es folle, ça ne marchera pas, t'as vu l'état du bateau, t'as vu ton état, je me disais je peux toujours essayer, au pire ça ne marche pas. Mais je n'en parlais pas beaucoup, mais c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et je pense que voilà, c'est encore un de mes frères qui me disait que ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir un projet, d'avoir quelque chose de constructif et d'avancer. Je crois que quelque part, ça m'a sauvée, oui. Ça m'a sauvée de une belle école de volonté. Il y a le rêve, il y a l'envie, puis après, il y a tout ce que tu as pu construire autour de ce bateau, le retaper, voir s'il était capable d'affronter non pas la traversée Bangladesh, mer Rouge et la Ciotat, qui est totalement différente, mais l'Atlantique. Et puis surtout, c'est en cœur à Gibraltar. Alors, Nicolas nous pose une question. Donc, vous parlez du Vendée Globe. Avez-vous prévu de faire cette course ou une autre du même genre? Avant de partir avec Taratari, j'aurais dit oui, tout à fait. C'était un objectif, un rêve. Alors, est-ce que c'était du rêve, un vrai projet ou un fantasme? Je ne sais pas, mais c'était l'idée. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce serait raisonnable avec
mes conditions physiques, puisque c'est incurable. Donc, on peut traiter mes douleurs, mais j'ai un problème. Donc, pour donner une idée, je me luxe beaucoup les articulations. Les tissus de mon corps sont pas très bons. Et je ne sais pas si ce serait très intelligent, mais finalement, je ne pense pas en avoir vraiment envie, parce que ce que j'aime, moi, c'est ce que je vis avec Taratari. J'ai passé au final 5 ans sur le bateau. Mon livre raconte ce démarrage, ce début d'histoire. Cette résilience un peu, mais c'est vrai que ça me va, j'ai pas besoin de plus gros, j'ai pas besoin de plus, je suis bien avec ce petit bateau. Oui, alors j'aimerais, avant de poser la question suivante, rappeler aux visiteurs donc, que pour tenir un mât, il y a des barres de flèche. Donc, grosso modo, c'est des bouts d'alu ou d'un autre matériau qui sont tenus par des câbles et qui assurent le mât. Alors là, Capucine va nous dire, qu'est-ce que c'était que les barres de flèche de ton bateau? Alors, les barres de flèche de mon bateau, ce sont mes béquilles que j'ai sciées à la fin du chantier, parce qu'il fallait que je les remplace. Il y a des petits manchons sur le mast qui imposaient un diamètre pour le tube. J'ai cherché dans des déchetteries, chez des fabricants de matériaux. J'ai rien trouvé. Et puis un jour, je me suis rendu compte que le diamètre correspondait totalement à celui de mes béquilles. Et je me suis dit que les béquilles arrivent à aider à marcher toutes sortes de personnes. Et c'est très solide. Donc, j'ai bien arrangé ça. Mais oui, ce sont mes béquilles qui ont tenu 5 ans et qui ont pourtant affronté bien du vent et des tempêtes. Mais elles sont toujours à poste. Donc, sur le coup, je n'ai pas vu tout à fait le symbole. Mais... On ne voit pas vraiment, sauf si Nicolas nous passe, ou c'est Élise, pardon, qui est à la production de la technique, nous passe des photos, mais on ne voit pas très bien. Mais en tout cas, tu as fait toute la traversée avec tes béquilles. Je trouve que c'est un fabuleux symbole, là. C'est pareil. Elles t'ont aidé quelque part. Elles ont aidé le mât, elles ont aidé le bateau à tenir. Elles m'ont aidé à marcher. Maintenant, elles m'ont aidé à naviguer. Voilà. Alors, Nicolas pose une question. Pas d'électronique pour l'exclamation, même pas un téléphone satellite, une balise de repérage au cas où? Rien du tout à J'ai bord. pas eu de balise de repérage du tout et je n'avais pas de téléphone satellite jusqu'au Cap-Vert où j'ai réussi à en avoir un pour des questions de sécurité, mais je n'avais pas de quoi recharger le téléphone. Donc, j'ai eu quelques textos de météo par 2 routeurs belges qui m'ont envoyé vraiment un petit SMS en me disant 30 nœuds nord-est, voilà, qui m'expliquait. Mais j'avais pas de balise de repérage et parce que j'avais rien de tout ça, que ça me saoulait, j'avais envie d'être tranquille et voilà. Après, je suis pas, ouais, j'étais pas je suis pas anti-technologie, je suis pour un usage tout à fait modéré, quoi. J'avais une balise de détresse, par exemple, à bord, j'étais ravie de l'avoir, mais bon, heureusement, je m'en suis pas servie. Non, mais j'avais pas de tracker, de petites choses comme ça, et pour savoir où je suis, bah, fallait voir passer le bateau, quoi, en gros. Alors un petit peu, on a quand même frémi avec toi, même si tu dis que c'était pas risqué, il y a quand même du risque. Le Cap-Vert, il y a eu quand même des coups de tabac et du gros grain. Alors j'en profite parce que je réunis ça avec la question posée par Jo, qui rejoint la mienne. Avez-vous eu des moments de doute, pour ne pas dire de découragement, face parfois à la rudesse des éléments? Ils ne vous ont pas épargné. Alors, les éléments ne m'ont pas épargné, mais ça a le mérite d'être assez franc. Et moi, j'aime bien quand les choses sont franches. C'est-à-dire que on se prend un coup de vent, il va passer. Donc voilà. Et quand on est dans l'action, on est dans l'action, donc on gère. C'est par exemple entre le Canaries et Cap-Vert. Donc là, on était en doux parce que je sais que la mer peut être mauvaise. J'étais avec un ami marin qui s'appelle Maxime Dreno. Et là, on a vraiment été en survie. Sur 11 jours de mer, on a eu 9 jours et nuits de tempête. Là, c'était vraiment, vraiment violent. Mais c'est après coup, une fois que le bateau est amarré et les voiles ferlées, qu'on se dit c'était chaud. Enfin, on se le dit un peu sur le coup, mais on peut pas baisser les bras. Disons que la peur doit être saine. C'est-à-dire qu'il faut en faire une alliée qui nous oblige à être exigeant avec nous-mêmes, à être meilleurs, lucides. On ne peut pas perdre les moyens parce qu'il faut faire tout pour que le bateau soit bien et tienne et bien naviguer. Donc, il y a toujours un petit facteur de chance. On en est conscient, mais dans ce qu'on peut faire, dans notre part, on fait le maximum. Et c'est après coup. Mais ça n'a pas été suffisamment... pour moi, dissuasif pour la suite, parce que même si ça a été l'horreur, rien ne s'est cassé sur le bateau. Alors, la vitesse de pointe, on est à 7, entre 7 et 12 nœuds. Hein, donc non, même pas.
Non, Même j'ai pas, même été pas. On est maximum à 7 à nœuds, à 6. 12-13 km/h. Vous vous rendez compte un Ouais. peu pour faire la traversée atlantique, hein. Et Ouais. oui, mais en Méditerranée, j'étais plutôt à 2 nœuds, parce que Ah c'est oui, à à 2 nœuds 4 même. km/h. Oui, c'est très très lent. Ah bon, c'est pas grave. Non, mais Ouais. en Atlantique, c'était 7 nœuds environ. Mais c'est vrai que contre le vent, le courant, un petit bateau peut toiler. Bon. Mais bon, ça va. 25 jours entre le Cap-Vert et la Martinique, je ne vais pas à rougir. C'était bien. Non, mais après, bon, moi, si ça pouvait durer 40 jours, j'aurais été ravie. Ah bah, génial. Alors, on le disait tout à l'heure, tu l'expliquais, donc la volonté, d'abord le rêve, après la volonté, parce que tu as pu mettre en œuvre ton projet, etc. Puis, ce qu'on a trouvé avec le jury, et Cathy me corrigera, c'est vraiment cette leçon de modestie, d'humilité, bon, face aux éléments, face à la mer, face à toi-même. Et ce qui est extraordinaire, et là je reviens au-delà même de l'aventure, je reviens à l'écriture, c'est voilà, une écriture de résilience justement, qui est une aventure intérieure quelque part. C'est un voyage intérieur, c'est un voyage au fond de toi-même quelque part. Tu apprends, tu as, malgré ou à cause de ta pathologie, hein, Mm. le fameux syndrome. Alors, je ne connaissais pas le nom, hein, le Oui, c'est syndrome bizarre. d'Ehlers Et dans là, l'eau. Je sais pas oui, c'est ça. si on le prononce comme ça. C'est ça. D'Ehlers tiré dans l'os, qui est rare, hein, qui est une maladie orpheline et génétique incurable. Et face à la nature de la mer, sur ce fait tu ne peux pas, et c'est comme une rédemption. Tu es face à toi-même, tu es face au vide. Et c'est une formidable école, finalement, de découverte de soi. Je pense que ce voyage initiatique, il a commencé avant mon départ en mer. Je pense qu'il a commencé dans ces longs mois de silence et de souffrance dans mon lit d'hôpital. Je pense que c'est peut-être aussi, c'est curieux à dire, mais une vertu de la maladie de nous permettre d'accéder plus directement en fait à l'essentiel, de faire le tri entre le problème et la contrariété. Et voilà, et c'est vrai que je pense que je ne sais pas si j'aurais eu l'énergie de vivre tout ce que j'ai vécu, qu'il soit pour faire ce chantier ou d'être en mer, s'il n'y avait pas eu toutes ces souffrances et ce passage à l'hôpital avant. Moi, Donc, j'ai une petite question. Il reste quelques minutes. Capucine. Juste une petite Pardon. question, Capucine. Est-ce que vous, pour écrire cet ouvrage, vous appuyez sur des notes que vous prenez quand vous avez un moment de répit sur le bateau ou autre? Moi, je vais souvent sur le terrain faire des expéditions, je prends des notes tous les jours. Comment vous avez écrit ce livre? Est-ce que c'est à partir de choses que vous avez notées au fur et à mesure ou vous avez uniquement tout recomposé après de mémoire et voilà? J'ai beaucoup noté. Et puis après, je me suis vraiment reconditionnée. J'ai réécouté des musiques que j'écoutais, j'ai relu des lettres que j'avais reçues. Je me suis vraiment voilà, remis au présent à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui est tellement fort, tellement présent en moi que c'est facile parce que comment dire, c'est vraiment, ouais, tout ça, c'est évident et tellement sincère. Et je voulais que mon livre, j'aime beaucoup écrire. J'avais vraiment envie que ce livre soit écrit sincèrement. Le plus dur, c'était d'écrire sur la première partie, on va dire, celle où je dois expliquer que je ne vais pas bien. Parce que là, j'avais pas vraiment pris une note, mais c'est difficile d'écrire sur soi pour être vrai. Il faut enlever des filtres et ça, c'était le plus dur pour moi dans ce travail d'écriture. Mais j'ai aimé écrire et du coup, je suis contente de ce livre parce que ce sont mes mots jusqu'au bout. Et voilà, ça correspond à ce que j'ai vécu vraiment. Donc, je suis Oui, il y a une grande ravie. pureté. Et puis, moi, ça m'a rappelé les livres de Bernard Moitessier. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais voilà, son grand Mais ça me navigateur touche beaucoup. d'Espagne, enfin, des antipodes surtout. Et comme quoi on peut renouveler non seulement l'aventure, mais aussi l'écriture, l'aventure intérieure. Je me rappelle aussi que tu avais dit à un moment, finalement, que le plus difficile, ce n'était pas la traversée, c'était l'hôpital. Oui, Voilà. en fait, ouais, je crois que c'est tous ceux qui passent par là, par l'épreuve de la maladie, du deuil, vivent des émotions très fortes et intenses. Donc, je pense que ça permet de vivre après des émotions belles derrière. Ouais, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup. J'ai encore Merci deux, beaucoup. trois remarques C'est une très du belle leçon de vie. lecteur qui est ravi que ça soit toi la lauréate, incroyable pudeur, la mesure de l'exploit, pardon de le dire. Il se trouve que j'étais l'enseignant d'ingénieurs qui ont osé imaginer pareils matériaux. Voilà, Evelyne qui nous dit quel combat, quel courage, quel exploit, qui applaudit.
hâte de me plonger dans la lecture de votre livre. Donc, je rappelle qu'il est sur l'onglet de librairie à Ombre Blanche. Allez à la librairie Ombre Blanche lundi ou mardi, mais surtout achetez-le là, Taratari, que nous montre Cathy, sur le site Terre d'ailleurs, donc Ekinao. Cliquez livrer, il reste quelques secondes. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour le film de Stéphane Dugas et Daphné Victor hein, sur Paul-Émile Victor, J'ai horreur du froid, 52 minutes, et ensuite un débat vers 21h25 avec les deux co-auteurs, hein, Stéphane et Daphné Victor. Merci beaucoup, Capucine. J'étais ravi de... Encore bravo, Capucine. Merci, Capucine. Merci beaucoup. Bravo. ravi de présider ce jury du livre. Merci à tout le jury, à Cathy, à tous les membres du jury. Merci à Francis de nous accueillir, même de loin, mais le cœur y est. Et puis, voilà, la porte du festival, je suis certain, t'es grande ouverte. On t'envoie le chèque. Bien sûr. Un mot en 20 secondes. En espérant qu'il vous amènera, qu'il vous aidera à encore faire plein d'autres expéditions. Merci beaucoup. Tu as 2 enfants, tu es maman, tu as un projet de voyage avec eux J'espère, je pensais pouvoir rejoindre Taratari et continuer un petit bout du voyage, mais la situation complique les choses, donc je réfléchis peut-être à une expédition autre dans les mers européennes. Super. En attendant. Et tu reviendras nous le dire quand tu veux. Merci beaucoup. Ça marche, merci. À bientôt, Capucine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bravo encore, au revoir. Merci. Voilà, je crois que ça y est, on est coupé. C'est bon. Vous êtes toujours là, Capucine?